Il est 11h03. Merci à toutes les personnes, directeurs d'entreprise, salariés, présidents d'associations, PDG, représentants des salariés, etc., qui ont répondu à notre appel. Il y a 165 inscrits ce matin à cette visioconférence et ça fait partie et des services. Merci de bien vouloir éteindre vos micros pour ceux qui sont en train de nous rejoindre là tout de suite. Et vous les ouvrirez là tout à l'heure pour les questions. Mais sinon, on entend les bruits extérieurs, comme vous savez bien, dans ces visioconférences. C'est un sujet important et particulièrement important ce matin que nous avons abordé parce que vous en avez entendu parler. Il y a eu une loi de réforme de la santé au travail en France. Et cette loi a été votée le 2 août 2021. Et progressivement, elle est en train de se mettre en place par les décrets d'application et par les services et l'action de vos services de santé. Alors, une des premières choses, comme vous le voyez derrière nos deux experts d'aujourd'hui, Fabienne Loos, docteur Fabienne Loos et docteur Fabrice Michels, comme vous le voyez derrière, c'est le service de prévention et de santé au travail. Ça, c'est la première des choses, effectivement, qu'il faut dire dans cette nouvelle loi, c'est que on va au-delà de la santé au travail, puisque maintenant, la prévention fait aussi partie de notre cœur de métier, même si dans notre service, on le faisait déjà, mais on va vous expliquer que maintenant, on va le faire un petit peu plus. L'objet, c'est de voir d'une part, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de prévention, et ensuite, on verra avec le docteur Michels le suivi individualisé des salariés, mais aussi maintenant des dirigeants d'entreprise et les visites médicales. Et ensuite, on verra, troisième point, faire un point sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà. Et on se trouvera en tout cas le temps pour répondre à vos questions. Un tout petit mot aussi, c'est de dire que, et ça c'est en parallèle, mais ça n'a rien à voir avec la réforme, c'est que vous avez maintenant un nouveau service de prévention et de santé au travail, puisque nous avons fusionné avec la Corrèze pour des questions, donc Corrèze Dordogne. Ce n'est plus qu'un seul service, avec, comme vous le voyez, entre les docteurs Michiels et Loos, au service de 150 000 salariés et dirigeants pour 13 400 entreprises, organisations. Et vous avez 135 salariés maintenant à votre service sur les 2 départements et sur toutes les sous-préfectures, dans nos à peu près 85 ou 86 locaux différents sur notre nouveau territoire. Je souhaiterais passer tout de suite la parole au docteur Fabienne Loos. Merci, docteur Loos, de bien vouloir dire un mot de présentation sur vos activités et ensuite peut-être de démarrer sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de prévention dans les services de prévention de santé au travail. À vous, docteur Loos. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, donc nous allons essayer d'expliquer un peu cette loi santé au travail du 2 août 2021 et les différents décrets qui précisent les articles de la loi. Décret du 9 août 2021, décret du 16 mars 2022 et les autres décrets qui suivent, 25 avril, 26 avril, et il y en aura d'autres à venir. Donc, cette loi vient renforcer la prévention primaire en santé au travail, d'où le changement de nom de notre service de santé au travail, à savoir service de prévention et de santé au travail interentreprise. Donc, on appelle ça les SPSTI. Donc, les missions du SPSTI, c'est toujours d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail et réaliser des actions de prévention en lien avec le travail, au confluent de la santé publique et de la santé au travail. Le décret du 25 avril 2022 précise cette offre socle qui est un service rendu aux entreprises et aux salariés. Cette offre socle est auditable et débouche sur une certification des SPSTI. Donc, cette offre socle comprend trois volets. La prévention des risques professionnels, le suivi individuel de l'état de santé des salariés et la prévention de désinsertion professionnelle. Donc, nous allons aborder ces trois volets. Je vais d'abord vous parler de la prévention des risques professionnels
qui est là pour renforcer toujours plus la prévention primaire grâce à des dispositifs qui sont déjà en place, mais qui sont bien sûr renforcés. Donc, il y a 4 actions dans cette prévention des risques professionnels, donc je vais vous les énumérer. D'abord, l'élaboration de la fiche d'entreprise qui doit être mise à jour tous les 4 ans. Cette fiche d'entreprise peut constituer la base du document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle consiste à faire une cartographie exhaustive des risques au poste de travail. Puis, la deuxième action, c'est l'accompagnement dans cette évaluation des risques professionnels, dans sa rédaction, dans la finalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Son but est la traçabilité collective des expositions et la mise en œuvre des mesures de prévention. Cette évaluation des risques pour les entreprises de plus de 50 salariés, au moins de 50 salariés, débouche sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Cette évaluation des risques fixe la liste des mesures de prévention devant être prises dans l'année à venir avec un calendrier de mise en œuvre, les conditions d'exécution et les indicateurs de résultats. Pour les entreprises dont l'effectif est moins de 50 salariés, cette évaluation des risques débouche sur des actions de prévention qui sont consignées dans ce document unique et sur leur mise à jour. Ce document unique est conservé par l'employeur et il est tenu à la disposition des salariés. Puis la troisième action, c'est l'action de prévention primaire qui doit être réalisée une fois tous les 4 ans. Les modalités sont très variées. Ça peut être des conseils d'aménagement, d'amélioration des postes de travail. Ça peut être une analyse métrologique telle qu'une sonométrie, une luxmétrie, des prélèvements d'atmosphère. Ça peut être des actions de sensibilisation collective à la prévention, telles que la prévention de l'usure, de la prévention de désinsertion professionnelle, les conduites addictives, des actions de santé publique. Puis la quatrième action, c'est la participation aux réunions des instances représentatives des salariés, telles que le comité social et économique, dont une partie est consacrée à l'hygiène et sécurité et aux conditions de travail. Donc ça, c'est la partie donc, prévention des risques professionnels. On va vous parler du suivi individuel de l'état de santé des salariés avec les différentes visites qui doivent être pratiquées. Je laisse la parole à mon collègue, le docteur Michiels. Merci Fabienne. Bonjour à tous et à tous, donc docteur Fabrice Michiels, ex-service de la Corrèze, donc aujourd'hui Corrèze et Dordogne, donc médecin du travail qui surveille un certain nombre d'entreprises sur les secteurs de Tulle et Égletons notamment, et puis de la fonction publique également. Donc oui, ce deuxième volet, c'est un petit peu le cœur de la présentation d'aujourd'hui parce que c'est ce sur quoi les textes sont le plus avancés aujourd'hui en termes de décret, c'est le suivi individuel de l'état de santé des salariés. Alors on va commencer par des choses qui ont peu évolué. Je vous rappelle que dans les visites, on peut schématiser. Il y a d'abord des visites de type périodique, même si ça n'est plus leur nom. Et le suivi des salariés est donc lié à leur catégorisation en fonction de leurs expositions professionnelles, en suivi individuel renforcé ou en suivi individuel général ou adapté. Alors pour ce qui est du suivi renforcé, il est mis en place suite à la présence de risques particuliers. Donc on va relister rapidement les risques. Vous avez tout d'abord des risques qui sont des risques cancérogènes, amiante. Voilà, vous avez la liste qui s'affiche ici. On ne va peut-être pas les détailler de manière très précise. Donc ça n'a pas bougé, c'est en place depuis la réforme de 2016-2017. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des risques spécifiques qui nécessitent soit des suivis particuliers du fait d'exposition professionnelle avec des conséquences sanitaires attendues, ou alors des aptitudes spécifiques. Et ça permet d'enchaîner sur la deuxième partie, qui est les postes particuliers. Donc, les principaux qui concernent beaucoup d'entre vous, c'est les salariés ayant une autorisation de conduite, d'équipements qui présentent ces risques. On pense notamment aux conduites d'engins type Fenwick, chariot de catégorie 3, 5, enfin il y a tout un tas de catégories. Pour préciser, ce qui détermine la CIR, ça n'est pas le fait d'avoir un CACES, mais c'est le fait d'avoir une autorisation de conduite de l'employeur. Ça paraît subtil, mais c'est ça la loi.
Pour autre catégorie, les jeunes de moins de 18 ans, les mineurs, notamment qui sont affectés à des travaux théoriquement interdits, qui peuvent nécessiter des dérogations. Donc là, c'est un petit peu moins courant, mais il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes concernés. Et puis, un grand nombre de salariés aujourd'hui sont ensuite renforcés pour les habilitations électriques, notamment des travaux sous tension. Et ensuite, cette liste de postes peut être complétée par l'employeur sur avis du CSE et du médecin du travail pour des expositions qui, a priori, justifieraient soit des aptitudes particulières. Il y a un certain nombre de métiers pour lesquels des normes imposent des aptitudes, finalement au-delà du code du travail, ou alors des risques hors de ces listes-là qui pourraient impliquer des effets différés nécessitant un suivi médical particulier. Et donc là, il y a une certaine souplesse qui est donnée pour s'adapter à la réalité des expositions et des problèmes médicaux éventuels. L'autre partie de ce suivi, donc ça va être le suivi individuel mais adapté. Elisabeth, vous pouvez venir voir ce qui se passe? Putain, j'ai le son au fond, j'entends rien. Nous vous prions de couper. Ouais. Ça va être plus à fond, Voilà, il y a donc, 100%. Là, il est à fond. Là, on n'entend plus, là. On a plus de son. Docteur Michel, on n'a plus votre son. Merci de le remettre. Je pense que Corinne a dû couper le son de tout le monde, puisqu'on avait effectivement des personnes qui parlaient dans le micro. La barre, ça y est, c'est en bleu. Je pense que c'est bon. revenu. Maintenant, c'est bon. Non, mais moi, c'est coupé. Moi, le truc. On va pouvoir reprendre le partage. Oui, donc je parlais suivi individuel adapté. Donc femmes enceintes, femmes venant d'accoucher ou allaitantes. Je réponds d'emblée à des questions. Venant d'accoucher, il n'y a pas de délai précisé dans le texte. Donc effectivement, ce sera déterminé au moment de la visite de reprise après maternité dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, salariés en situation de handicap ou titulaires de pension d'invalidité. À nouveau, les salariés je pense que ça... y compris s'ils ne sont pas exposés à des, s'ils ne sont pas amenés à réaliser des travaux interdits nécessitant dérogation, ça on a évoqué tout à l'heure, les travailleurs de nuit, et puis les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2. Alors c'est un suivi adapté, mais uniquement sur le volet initial, puisque finalement la seule chose, c'est qu'eux doivent faire une visite avant l'embauche, mais ensuite les modalités de suivi retombent dans le pot commun. Le dernier volume, c'est tous ceux qui ne sont pas concernés par ces deux catégories, c'est-à-dire ni de suivi renforcé, ni de suivi adapté. Et donc c'est le suivi individuel général dans tous les autres cas. On n'est pas rentré dans les détails, mais vous savez que pour le suivi renforcé, vous aurez des fiches d'aptitude. Et dans les autres cas, vous aurez des attestations de suivi dans le cadre de ce qu'on appelle des visites d'information et de prévention. Donc tout ça, c'était le volet qui n'avait pas évolué sur le suivi périodique. La partie suivante, c'est des visites donc, qui sont les mêmes qu'auparavant, mais qui ont un petit peu évolué. Alors je vous ai mis un tableau de synthèse, effectivement, sur j'oubliais, je vous ai mis un tableau de synthèse sur les suivis généraux, individuels adaptés et individuels renforcés. Je ne sais pas si ça vaut qu'on les commente, c'est la même chose qu'avant. Ça vous permet d'avoir un rappel, comme ça, sur les éléments, en termes notamment de délai de la visite d'embauche ou de la visite initiale, et puis de périodicité des visites. Bon, vous voyez, il y a des cas fusionnés, il y a des petites complexités, mais ce tableau que vous aurez, puisqu'on vous soumettra, je pense, à l'issue, vous aurez accès au diaporama, ça vous permet d'avoir en un coup d'œil un petit peu les délais que vous devez respecter en termes de demande de visite, que ce soit à l'embauche ou en termes de périodicité ultérieure. Donc ça n'a pas bougé encore une fois. Alors la diapo suivante va nous amener sur les premiers changements. Donc on est sur cette fois-ci des visites non périodiques. Et là, il y a quelques modifications, notamment en termes de délai. Alors pour les visites à la demande des salariés, de l'employeur ou du médecin du travail, qui sont les trois qui peuvent déclencher des visites occasionnelles, là il n'y a pas de changement, c'est comme avant. Je vous rappelle que n'importe quel salarié peut demander à voir le médecin du travail quand il le souhaite, et que vous ne pouvez pas vous y opposer en tant qu'employeur, et vous n'avez pas non plus à lui demander le motif qui est derrière sa demande. Ce qui a commencé à changer, c'est les visites de reprise. Alors elles existent toujours, mais voyez que le changement, il est pour les arrêts maladie ou accidents non professionnels, le délai n'est plus de 30 jours, mais de 60 jours. C'est-à-dire que pour les arrêts qui ont commencé après le 31 mars, maintenant les visites, ça doit être à partir de 60 jours d'arrêt que vous devez les demander. Et pour le reste, par contre, ça n'a pas changé. On est toujours à 30 jours pour les arrêts après accident de travail, et puis sans délai pour les arrêts pour maladie professionnelle ou retour de congé maternité. Enfin,
en soi, un congé maternité, il y a forcément déjà un certain délai. Je vous rappelle que ces visites de reprise sont à demander par l'employeur, hein, c'est très clair, puisque c'est à lui normalement que le salarié se signale quand il arrive à la fin de son congé maladie. S'il n'y a pas de renouvellement, l'employeur doit nous demander d'organiser cette visite et nous devons tout faire pour l'organiser dans les 8 jours de la reprise effective de travail. Autre petit changement, on arrive dans les visites de pré-reprise. Donc, vous savez que c'est des visites qui ont lieu au cours de l'arrêt de travail du salarié, qui auparavant étaient dans le texte prévu à partir de 60 jours d'arrêt et qui maintenant peuvent être réalisées des 30 jours d'arrêt de travail. Et autre petit changement, elles étaient au départ, elles pouvaient être demandées à l'initiative du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Et bien désormais, le médecin du travail peut lui aussi initier cette demande, cette visite de pré-reprise. Alors je précise que ce ne sont pas ces visites de pré-reprise des visites obligatoires, hein, contrairement aux visites de reprise qui sont au-dessus, hein, où là le salarié est obligé de s'y plier. Là, par contre, la visite de pré-reprise, elle n'est pas obligatoire. Si le médecin du travail souhaite inviter le salarié, mais que le salarié ne souhaite pas venir, il peut tout à fait ne pas venir. Il n'y a aucune obligation. Et vous remarquerez que ces visites de pré-reprise ne peuvent pas être déclenchées à l'initiative de l'employeur. Ce qui peut se comprendre dans un certain nombre de situations du champ psychosocial, par exemple, où ça pourrait être un petit peu délicat que l'employeur demande des visites en cours d'arrêt. En tout cas, cette partie-là n'a pas changé. Donc, vous voyez, on passe à 30 jours pour les pré-reprises en termes de délai et initiative possible du médecin du travail. Je vous ai mis en rouge ce qui avait changé. Et puis la suite, là, on va être sur vraiment des nouveautés, hein, des nouveautés issues de la loi du 2 août. La première grande nouveauté, c'est la visite de mi-carrière. Donc, cette visite de mi-carrière, elle va viser à faire un état des lieux finalement de l'état de santé des salariés au regard de ses expositions professionnelles et de son poste de travail. Le déclenchement n'est pas précisé. Alors on considère que c'est sur demande de l'employeur, mais finalement quand on regarde l'article de loi, il n'y a pas de précision, donc ça s'entend que l'employeur peut le demander, mais que le salarié, s'il se rend compte que il y a eu un oubli, alors peut, à mon avis, le signaler à son employeur pour que l'employeur rattrape le coup. C'est en général ce qui va se faire, je pense. Mais là-dessus, je posais la question hier à notre médecin inspecteur. Les choses sont assez souples. Donc, plutôt à la demande de l'employeur, qui est le premier à savoir s'il a bien des salariés qui arrivent à l'âge de 45 ans, puisque c'est l'âge qui est fixé pour déclencher cette visite. Mais je pense que le salarié peut vous signaler, vous m'avez oublié, je n'ai pas eu ma visite de mi-carrière. Il y a une petite souplesse. Hein. Donc l'âge visé, c'est 45 ans. Il peut être modifié par des accords de branche. Hein, on ne sait jamais. Peut-être certaines branches, sur la durée d'un métier ou d'un emploi, peuvent solliciter, enfin peuvent décider d'un autre âge de référence. Mais sans accord de branche, ce sera donc 45 ans et on peut l'anticiper de 2 ans. Donc en pratique, elle aura lieu, sauf accord de branche, entre 43 et 45 ans. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est heureux pour nous, c'est que cette visite peut être couplée avec une autre visite, c'est-à-dire que si on est amené à avoir un salarié entre 43 et 45 ans pour une visite périodique, voire un autre type de visite, une reprise, voire une occasionnelle, on peut tout à fait coupler cette visite de mi-carrière avec une autre visite. Un point qui n'a pas été précisé encore aujourd'hui, on attend un texte là-dessus, peut-être un arrêté plutôt, ce seront les types de fiches qu'on vous enverra ou qu'on n'aura pas vous envoyer d'ailleurs à l'issue de ces visites. Ça n'est pas encore défini dans le texte. Nous, on considère aujourd'hui, dans la mesure où elles vont être couplées avec une autre visite, vous aurez certainement de toute façon la fiche liée à cette autre visite, que ce soit une fiche d'aptitude en CIR ou une attestation de suivi pour les visites traditionnelles. Et cette visite de mi-carrière, elle doit nous conduire à informer le salarié, notamment à le sensibiliser sur la suite de sa carrière, sur des problématiques médicales dont on pressent qu'elles pourraient se poser pour son avenir professionnel, peut-être l'inciter à réfléchir à une réorientation. Il n'est pas écrit qu'on doive envoyer quelque chose vers l'employeur. Hein. Donc, ne soyez pas surpris lorsqu'on fera ces visites de mi-carrière. Si vous ne recevez pas de préconisations, de recommandations particulières, la principale cible de cette visite de mi-carrière, c'est d'informer et de sensibiliser le salarié sur la suite de sa carrière. Ça peut déboucher sur des préconisations vers vous, hein, comme toute visite, mais ça n'est pas obligatoire. Ça dépendra, ce sera vraiment du cas par cas. Autre visite, alors qui existait déjà dans des textes antérieurs, mais qui a vraiment été inscrite dans la loi du médecin conseil, mais on sera un petit peu hors texte réglementaire, et c'est le médecin conseil qui décidera ou non de valider la prise en charge financière de ces examens. Bon, voyons pas sur des choses un peu techniques, on pourra répondre à des questions si vous en avez, mais je ne veux pas trop approfondir là-dessus. Et puis, dernière grande nouveauté, c'est le rendez-vous de liaison.
Alors, ce rendez-vous de liaison, on en parle parce qu'effectivement, il est prévu donc que les services de prévention santé au travail soient associés. Et je précise tout de suite que ça n'est pas un examen, un rendez-vous médical. C'est un rendez-vous qui est proposé par l'employeur à son salarié dès 30 jours d'arrêt. Alors, c'est un rendez-vous qui n'est pas obligatoire, hein. Le texte précise bien qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié qui refuserait de venir à ce rendez-vous de liaison. Donc, c'est une proposition qui doit émaner de l'employeur. Et l'employeur va informer le service de santé au travail pour l'associer à cette démarche. Très concrètement, un des principaux objectifs de ce rendez-vous, c'est déjà de préciser au salarié qu'il peut demander une visite de pré-reprise. On en a parlé tout à l'heure. Hein, on est dans le timing. Vous voyez qu'effectivement, les pré-reprises peuvent se déclencher après 30 jours d'arrêt. Dès 30 jours d'arrêt, l'employeur va informer ses salariés en arrêt qu'ils peuvent demander à bénéficier d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. C'est finalement le principal objet. Puis, dans certaines situations, si on a déjà des éléments, notamment si nous, on a pu déjà recevoir les salariés et qu'on a des éléments, ce rendez-vous pourra servir à aller plus loin, à voir comment préparer le retour en emploi du salarié, comment appliquer certaines préconisations qui auraient pu être émises par le médecin. Et ça veut dire que, associant le service de prévention santé au travail, là aussi, c'est le médecin qui va décider des modalités. D'abord, en fonction de la connaissance qu'il a ou pas du dossier. Si c'est un salarié qu'il n'a pas vu depuis 2 ans et qu'il n'a pas les éléments de l'arrêt, je pense qu'il va vous dire conseille-lui de venir me voir en pré-reprise que j'ai des éléments, mais si on n'a pas d'éléments, on ne pourra pas apporter grand-chose aux échanges. Par contre, si on connaît déjà le salarié, on va pouvoir décider de qui peut venir à ce rendez-vous de liaison parmi l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le médecin peut décider d'y venir, peut décider d'envoyer l'infirmière, mais il peut envoyer un membre de l'équipe pluridisciplinaire, un ergonome par exemple, pour venir ajuster les modalités de retour en emploi. Mais ça, vous comprenez bien que ça sous-entend qu'on a déjà une connaissance du dossier et de la situation. Donc ce rendez-vous, encore une fois, à l'initiative de l'employeur, proposé à son salarié qui n'est pas obligé de s'y soumettre, et le médecin du travail ajustera la manière dont le service s'associera à cette démarche en fonction de sa connaissance du dossier. Voilà pour ces nouvelles visites. Donc, par rapport à ces visites, donc ça c'est le type de visite. Il y a également 2 autres nouveautés. Dans la première nouveauté, c'est les modalités applicables, puisque au-delà des visites physiques, la médecine du travail, alors ça c'est clairement un enseignement de la crise sanitaire qu'on vient de passer, hein, dont on est en train de sortir petit à petit, a accès cette fois-ci officiellement à ce qu'on appelle la télésanté, la télémédecine. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent dans les textes. Hein. Il y avait des dérogations qui avaient été mises en place, là, des textes spécifiques pendant la crise sanitaire. Et finalement, tout le monde s'est rendu compte que ça avait rendu des services, que ce soit aux médecins, aux salariés ou aux employeurs. Et donc, la télésanté est rentrée dans la loi du 2 août. Et donc, maintenant, la médecine du travail fait partie, finalement, comme quasiment toutes les autres spécialités médicales, des outils dont on dispose pour mettre en place des suivis de salariés. Ce qui peut être très commode quand un salarié, par exemple, est très gêné pour faire des déplacements et qu'il est à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres, comme ça a pu m'arriver. Donc là aussi, c'est une décision du médecin, hein, c'est-à-dire que le médecin jugera en fonction de la situation et des problèmes qui vont devoir être abordés, si cette visite peut se faire à distance ou si la visite doit forcément se faire en présentiel. Lorsqu'il a besoin d'examiner un genou ou une épaule, vous concevez bien que la visite à distance va mal s'y prêter. Par contre, quand on a déjà vu des gens, qu'on est là pour valider une décision antérieure, peut-être par exemple une reprise chez des gens qu'on a déjà vu physiquement en pré-reprise peu de temps avant, il y a un certain nombre de situations où le médecin pourra juger que finalement, ça peut se faire à distance. Tout ceci est très encadré avec des règles qui sont les mêmes que pour les autres spécialités médicales, c'est-à-dire des règles d'accord du salarié, des règles de confidentialité. On doit s'assurer que le salarié sera dans un endroit isolé et que la confidentialité médicale lors des échanges sera respectée. On a des outils informatiques et numériques qui sont sécurisés aujourd'hui de différentes sortes. Hein, et donc, voilà, c'est les règles communes à la télémédecine. Pour vous, à part le fait que le salarié aura été vu à distance et non pas en physique, ça ne changera rien puisque derrière, vous allez recevoir en amont une convocation de la même manière à transmettre aux salariés et en aval, vous aurez des fiches, que ce soit des fiches d'aptitude, des attestations de suivi. Vous aurez les mêmes types de documents qui seront émis à l'issue de ces visites. Donc pour vous, c'est relativement transparent la modalité de réalisation de ces visites. Et puis un dernier point, et je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire une diapositive, mais le président en parlait tout à l'heure, c'est que les bénéficiaires de l'ensemble de ce dispositif sont élargis, puisqu'auparavant, vous savez que c'était les salariés de vos entreprises qui étaient concernés. La loi a prévu, et ça clairement c'est une bonne chose, d'étendre
le bénéfice donc de la santé au travail et de nos prestations aux indépendants, aux employeurs non salariés notamment, hein, ce qui étend considérablement le champ des interventions et qui nous semble très pertinent parce qu'on sait bien que, par exemple, sur le champ des risques psychosociaux, beaucoup d'employeurs hein, ou de salariés indépendants sont très, très concernés, très impactés et qu'il y a des besoins réels dans cette population. Donc ça, c'est aussi une autre grande nouveauté. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a encore un certain nombre de textes attendus pour préciser tous ces éléments. Voilà pour la partie submédicale, et puis je vais repasser la parole à... Alors, je serai à votre disposition pour des questions, j'imagine qu'il y aura des questions à l'issue. Hein. Voilà, et je repasse la parole à Fabienne. Alors, le dernier volet. Le dernier volet, donc, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. L'objectif premier étant le maintien en emploi ou le retour à l'emploi. Donc pour cela, il faut repérer en amont les salariés à risque de désinsertion professionnelle le plus en amont possible. Parfois, ça peut être une fracture qui est mal consolidée, qui va empêcher de faire un geste incontournable pour le poste de travail, ou une maladie chronique qui entraîne des arrêts de travail à répétition difficilement compatibles avec l'activité professionnelle, ou alors des troubles musculo-squelettiques qui se sont installés au cours de la vie professionnelle. Dans tous ces cas, ce sont des salariés qui risquent de ne pas pouvoir rester en emploi, que l'origine soit professionnelle ou non. L'IGAS, qui est l'Inspection générale des affaires sociales, estime que 5 à 10% des salariés, à court ou moyen terme, sont menacés par un risque de désinsertion professionnelle. Donc, le rôle de cette cellule PDP, on appelle ça PDP, prévention de désinsertion professionnelle, va être de réaliser beaucoup de choses, notamment des études de poste, des propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste, des propositions de changement d'horaire de travail à type de mi-temps thérapeutique lors de la reprise au travail. On peut également accompagner les salariés socialement, médicalement, psychologiquement également. Et on peut les informer sur les visites de pré-reprise, sur les reconversions professionnelles, sur les formations, les bilans de compétences, sur des dossiers de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, tout cela fait qu'on fait des actions individuelles au cas par cas en fonction de la situation du salarié. Il peut y avoir des actions collectives aussi qui peuvent être menées par cette cellule, des actions d'information et de sensibilisation aux employeurs et aux salariés sur les facteurs de risque de désinsertion professionnelle, tels que le vieillissement, les maladies chroniques, l'usure, etc. Et on peut les informer aussi sur le rôle des différents acteurs dans la PDP. Ces différents acteurs, ça peut être donc les assistantes sociales, ça peut être la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, ça peut être le service médical de la CPM, le SAMET, Cap Emploi, enfin tout cela, il y a une collaboration entre tous ces services pour essayer le maintien en emploi des salariés en difficulté. Voilà, donc ensuite, on peut parler aussi, alors ça c'est donc l'offre socle, là on vient de vous parler là, des 3 axes de l'offre socle. Il peut y avoir également des offres complémentaires, mais ça pour l'instant on est assez flou là-dessus, qui sont au-delà de l'offre socle, mais là ce sont des prestations marchandes et je pense qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Juste un tout petit point sur ces prestations supplémentaires. Il est bien précisé que le service santé au travail n'aura pas de démarche commerciale, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va venir vous proposer ces actions supplémentaires. Normalement, c'est vous qui devrez nous les demander. C'est censé venir de l'employeur en termes de demande. C'est ce que le texte sous-entend quand il dit qu'il n'y aura pas d'activité commerciale de notre part pour aller vendre des prestations supplémentaires facturables. Et cette cellule PDP est une cellule qui peut être interne au service de santé au travail, au service de prévention de santé au travail, ou alors il peut y avoir une mutualisation des compétences entre les différents services. Voilà.
Donc, Peut-être, oui, on arrive au bout de la présentation un petit peu formelle qu'on avait, parce qu'on voulait laisser du temps pour les questions. Je veux juste préciser un tout petit point pour, entre guillemets, conclure, c'est que là, on vient de vous présenter un état des lieux, notamment sur la partie visite médicale, où là, on est à peu près stable au niveau des textes, même si on va découvrir tous ensemble comment articuler ces nouvelles visites, hein, parce qu'on va tous découvrir ces nouvelles visites. Il est très clair qu'il y a beaucoup de décrets encore en attente. Après la loi du 2 août, on attendait 36 décrets. Il y en a à peine un tiers qui sont sortis. Donc on attend encore beaucoup de décrets et il y aura certainement besoin de repréciser un certain nombre de points. Bon, s'il y a des changements majeurs, on pourra refaire un webinaire dans quelques mois. Je donne un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de la visite de mi-carrière. Cette visite de mi-carrière, le texte précise qu'elle peut être faite par le médecin du travail, mais elle peut également être faite par des infirmiers en pratique avancée, nos infirmiers de service de santé au travail, mais en pratique avancée. Si ce n'est qu'aujourd'hui, le décret qui définit ce qu'est un infirmier en pratique avancée n'est pas sorti et il sortira probablement que début 2023. Donc vous voyez qu'on a encore dans tout ce qu'on vient de vous présenter des choses qui vont devoir être précisées par des décrets à venir. Il y en a un certain nombre d'autres sur les médecins, des médecins correspondants extérieurs, c'est pareil, ça c'est un décret qui est en attente. Donc voilà, on vous a présenté au mieux possible l'état aujourd'hui de la réglementation telle qu'on peut nous la lire. Mais ayez bien en tête qu'il y a encore une vingtaine de décrets qui sont attendus dans l'année qui vient, en tout cas dans les 6 mois qui viennent, et qu'on aura peut-être besoin de vous repréciser un certain nombre de choses ultérieurement. Peut-être, Monsieur le Président? Ou alors on passe aux questions d'abord, et puis... Ouais, alors sur le chat, alors je vois une. Ce que je peux vous proposer, si Oui. vous voulez, à ce moment-là, je vais verbaliser les questions qui ont été posées dans le chat et merci à vous de votre attention et déjà de nous poser autant de questions. Donc, première question. Bonjour, connaît-on le site sur lequel nous devons déposer le DERP? Alors justement, ça fait partie des choses qui doivent être précisées. Les documents uniques, donc vous avez bien lu la loi, hein, vont devoir être établis et déposés normalement sur des plateformes qui normalement doivent être mises en place par les branches professionnelles, avec une échéance qui est différente, hein, donc 2023 pour les grosses entreprises et puis 2024 pour l'ensemble des entreprises. Si ce n'est qu'aujourd'hui, ces plateformes sont en cours d'élaboration, de discussion. Ça fait partie des choses qui ne sont pas précisées actuellement. À ma connaissance, mais je me trompe peut-être, il n'y a pas encore de plateforme active aujourd'hui pour moi, mais l'échéance est fixée à juillet 2023, ceci dit, hein, pour les grosses entreprises. Donc pour l'instant, réalisez vos documents uniques, conservez-les précieusement, et les plateformes, normalement, vous en serez informés, mais théoriquement, cette information vous sera fournie par vos branches professionnelles. Pour le coup, ce site d'archivage, ce n'est pas nous qui vous l'indiquerons. On espère qu'on en sera tenu informé, mais ceci dit, c'est vraiment pour vous et faire le dépôt. Et il sera important par contre que vos salariés sachent où se situe ce site, puisque cet archivage vise à ce que vos salariés puissent ultérieurement aller récupérer les documents uniques et les consulter. Donc ce sera vraiment quelque chose qui sera à votre main et à la main des branches professionnelles. Aujourd'hui, à ma connaissance, pas encore de plateforme établie, élaborée. En tout cas, moi, j'en ai pas eu l'information. Donc, la question émanait de Laura. Laura, je vous invite par une petite réaction à nous faire savoir si nous avons bien répondu à votre attente. Donc, deuxième question de Madame Autier-Hélène. Bonjour, je n'ai pas compris la différence entre la visite de pré-reprise et le rendez-vous de liaison, s'il vous plaît. Alors effectivement, c'est une bonne question. Alors la différence en réalité elle est assez simple, c'est que la visite de pré-reprise c'est vraiment une visite médicale. C'est vraiment une visite médicale, on va recevoir le salarié, on va discuter avec lui. Comme je vous l'ai dit, cette visite elle peut être déclenchée par le salarié, le médecin traitant, le médecin conseil ou aujourd'hui le médecin du travail. Et par contre, elle n'est pas déclenchée par l'employeur, mais c'est une visite médicale. Le rendez-vous de liaison n'est pas une visite médicale, c'est un rendez-vous que vous allez proposer au salarié dans votre entreprise ou en visioconférence. Enfin, là, la chose n'est pas précisée. Hein, et c'est vraiment vous qui invitez le salarié à venir échanger pour l'informer du fait qu'il peut demander une pré-reprise. Mais le rendez-vous de liaison, c'est vraiment entre l'employeur et le salarié, auquel on associe le service santé au travail, on l'informe et nous, on va définir si on a besoin de venir ou pas. Mais le rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous employeur-salarié, alors que la visite de pré-reprise est une visite médicale. Effectivement, la confusion elle est liée au fait que le principal objet du rendez-vous de liaison, c'est d'informer le salarié sur sa possibilité de demander une visite de pré-reprise. Voilà.
Oui, oui. Oui, de l'informer des différents dispositifs qu'il peut avoir pour le maintien dans l'emploi. Hein, voilà, les différentes... Alors c'est vrai que si vous avez un salarié, par exemple, qui vous a déclaré une situation de handicap, que vous savez Oui. qu'il est RQTH, vos conseils, vos informations peuvent aller au-delà de la visite de pré-reprise. Hein. Vous pouvez tout à fait lui expliquer que il peut mobiliser un certain nombre de partenaires extérieurs. Probablement, on vous parlait de la cellule PDP, par exemple. Il est possible qu'à terme, on ait un numéro cellule PDP ou qu'en tout cas, on ait une voie d'accès privilégiée. Le texte prévoit que les salariés peuvent eux-mêmes solliciter cette cellule de maintien dans l'emploi du service de prévention santé au travail. Et donc là, probablement dans l'avenir, quand les services se seront organisés pour monter ces cellules, on vous donnera peut-être des coordonnées à transmettre aux salariés pour qu'ils puissent solliciter cette cellule de maintien dans l'emploi. Donc ça va certainement s'enrichir au fur et à mesure que tous ces dispositifs-là vont se mettre en place. Mais c'est vrai que j'ai résumé à la visite de pré-reprise en disant que c'est pour l'informer de ça, mais ces rendez-vous de liaison vont vraiment avoir pour objet de donner le plus de contenu possible aux salariés pour faciliter son maintien et son retour à l'emploi. Autre question. Bonjour. Dans les nouveautés de la visite de pré-reprise, celle-ci peut être initiée par le médecin du travail, mais le médecin du travail n'est pas informé systématiquement de l'arrêt de travail d'un salarié. Est-ce que les textes prévoient de prévenir le médecin du travail de tous les arrêts des salariés? La question émane du Jean-Marie Milliri. Excusez-moi. Alors, non. Ouais, non, mais non, il n'y a pas de texte qui prévoit que le médecin du travail sera au courant des différents arrêts de travail. Alors, voilà le problème qui va se poser. Alors pour le coup, j'ai des éléments, j'ai même pas eu le temps d'en parler avec ma collègue, d'hier après-midi. Vous voyez que les choses se précisent extrêmement rapidement, puisqu'hier après-midi, j'avais un échange avec un médecin inspecteur régional. Alors en réalité, il y a deux types d'arrêts. Il y a les arrêts de moins de 30 jours. Aujourd'hui, il n'y a rien de prévu concrètement, si ce n'est qu'il y aurait dans les tuyaux, mais là je mets ça au conditionnel, un texte qui dit que la CPAM devra certainement nous transmettre tous ces arrêts de travail. Mais ça, vous voyez que ça vous échappe, hein, ce sera éventuellement un lien entre la CPAM et les services de santé au travail. Donc ça, ce serait dans les tuyaux. Par contre, normalement, vous devriez nous informer des arrêts de plus de 30 jours. C'est-à-dire que, alors, vous voyez qu'on tourne un peu en rond, parce que si vous nous associez à une proposition de rendez-vous de liaison, c'est que l'arrêt de travail, il dépasse 30 jours, finalement. Donc, on n'est pas sur une information obligatoire des arrêts de plus de 30 jours, mais comme à partir de 30 jours d'arrêt, vous devez proposer le rendez-vous de liaison et nous associer, finalement, c'est par ce biais qu'indirectement, on sera informé des arrêts de travail de plus de 30 jours, ceux pour lesquels on peut demander une visite de pré-reprise. Donc, quand on regarde bien le dispositif là-dessus, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais on va dire que oui, hein, voilà, on prêtait les... Mais voilà, association du service santé au travail pour des propositions de visite au-delà de 30 jours d'arrêt, et effectivement, on peut demander ou proposer une pré-reprise aux salariés à partir de 30 jours d'arrêt. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on sera informé. Donc, une autre question de Madame Laure Lemahout. On revient vers la cellule PDP, Dr Loz. Oui. Bonjour, la cellule PDP dont vous avez parlé concerne tous les salariés ou ceux en arrêt de travail? Alors, non, il concerne tous les salariés à partir du moment où le salarié, même s'il est en poste, hein, mais à partir du moment où le salarié pressent une difficulté à assumer les différentes tâches à son poste de travail, des difficultés physiques ou psychologiques, à ce moment-là, il peut solliciter la cellule PDP en interne dans le service de santé au travail, soit par l'intermédiaire du médecin du travail, soit par peut-être un accès direct. Alors ça, c'est pas encore formalisé, mais peut-être à l'avenir, ça peut être par un numéro de téléphone direct, voilà. Mais effectivement, le salarié n'est pas forcément en arrêt de travail par rapport à la sollicitation de la cellule PDP. Donc, une autre question de monsieur ou madame Fauché. Bonjour, est-ce que la visite de reprise après 60 jours d'arrêt maladie est dès aujourd'hui applicable? Alors, oui, mais... Oui, alors en réalité, c'est applicable, mais c'est applicable aux arrêts de travail ayant commencé après le 31 mars. Et donc, en réalité, 31 mars plus 60 jours, vous voyez que finalement, on n'y est pas encore. Donc, c'est applicable. Mais aujourd'hui, les arrêts de travail en cours ont commencé... voilà, c'est la réalité de l'application des 60 jours, finalement, ça va être à partir du 1er juin, puisque c'est 60 jours d'arrêt de travail à partir du 1er avril.
Oui, mais à l'heure actuelle, un salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours, c'est-à-dire depuis le 1er avril jusqu'au 1er mai, n'a pas de visite de reprise. Il y a un trou en ce moment d'un mois. Voilà. D'un mois. Ouais. Il y a un trou en ce moment d'un mois, puisque bah oui, les arrêts de plus de 30 jours depuis le 1er avril, on n'a plus besoin de les revoir. Et les reprises auront lieu effectivement 60 jours après le début de l'arrêt ayant commencé après le 1er avril, donc à partir du 1er juin. Donc finalement, au mois de mai, on ne devrait presque pas avoir de visite de reprise à faire pour des arrêts de seulement 30 à 60 jours. 60 jours. Après, tout en sachant que la visite à la demande de l'employeur ou du salarié peut se réaliser. Hein, donc, enfin, voilà, que les employeurs n'hésitent pas à nous solliciter entre cette vacance et là de 30 à 60 jours. Clairement, un salarié, notamment éventuellement un employeur, mais souvent c'est plus ce salarié, s'il perçoit que pour son retour en poste, il va y avoir une période difficile ou peut-être des restrictions temporaires sur certaines tâches, peut tout à fait demander une visite occasionnelle qui va se substituer à la visite de reprise sur cette période, enfin pour les 15 jours qui nous restent, quoi. Enfin, 10 jours. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à soit les formuler par l'intermédiaire du chat ou si vous souhaitez prendre la parole, levez la main. En attendant, j'ai une question qui avait été posée en amont, là, à laquelle on n'a pas répondu précisément, qui me demandait si les liens entre le médecin, l'infirmière, l'alternance pour les VIP étaient maintenus. Oui, hein, tout ça n'a pas changé. Hein, au contraire, les infirmières, effectivement, voient les salariés souvent, alors ça dépend des pratiques, hein, mais le médecin voit les salariés pour les CIR, le visite intermédiaire à 2 ans peut être réalisé par l'infirmière, les VIP, les visites d'information et de prévention peuvent être réalisées par des infirmières. Tout ça n'a pas changé, hein, tout ça est toujours vrai. Il y a même un texte récent, alors par contre on n'a pas évoqué, hein, un décret du 26 avril qui étend d'ailleurs des délégations possibles aux infirmières. C'est-à-dire que là, les médecins peuvent protocoliser avec les infirmières pour leur déléguer davantage de visites que ce qui était le cas auparavant, hein, que les VIP. Sous-entendu, maintenant, nos infirmières pourraient faire certaines visites de reprise ou de pré-reprise, etc. Le texte prévoit donc cette extension. Donc, c'est des protocoles individuels au sein de l'équipe médicale. Ce qui reste dans tous les cas, c'est que si l'infirmière constate pendant la visite que le salarié aura besoin de préconisation ou de restriction, l'infirmière ne peut toujours pas rédiger de préconisation vers l'employeur et dans ce cas-là, elle doit réorienter le salarié vers le médecin du travail qui continue à être le seul habilité à émettre des recommandations vers l'employeur. Monsieur Lionel Combeau, vous avez levé la main. Je vous invite à réactiver le son et nous vous laissons la parole. Oui, merci, bonjour. J'avais 2 questions. La première concerne la visite de mi-carrière, à savoir le couplage automatique. Est-ce qu'il est fait sur l'initiative du médecin ou est-ce que l'employeur doit quand même faire la demande obligatoirement? Écoutez, je pense que si vous êtes dans le cadre où il y a une visite réglementaire à faire, c'est-à-dire par exemple une périodicité qui arrive à son échéance ou une visite de reprise, vous devez la faire. Ça, vraiment, vous devez la faire. Le fait de coupler la visite, alors là, j'allais dire, oui, c'est ça, c'est ce qu'on découvre. Je pense que si vous avez un salarié de plus de 43 ans pour qui vous devez demander une visite réglementaire, que ce soit une visite périodique ou une visite de reprise, vous pouvez très bien demander les 2 visites. Et puis finalement, nous, on organisera le couplage. Et puis si vous allez simplement demander la visite de reprise ou la visite périodique et que le médecin ou l'infirmière se rende compte que, l'infirmière en pratique avancée, se rende compte que le salarié il a plus de 43 ans, dans ce cas-là, on organisera nous-mêmes le couplage. C'est-à-dire qu'on peut, nous, dans nos logiciels, ajouter une visite et réaliser 2 visites dans le même temps. Donc, je pense que si vous avez identifié le double besoin, émettez la double demande. Mais si vous avez oublié de demander la visite de mi-carrière, on peut, nous, tout à fait organiser ce couplage en direct. D'accord. Ma deuxième question, c'était pour la visite de fin de carrière. Donc là, ça va être un cas concret. Là, j'ai un salarié qui va partir en retraite au 1er août et qui risque après de travailler ponctuellement pour mon entreprise. J'aurais dû le solliciter vers la rentrée. Donc, il doit réaliser sa visite de fin de carrière, je suppose, puisqu'il va être en retraite officiellement. Après, par la suite, comme il va être sous contrat quand même, malgré tout, est-ce qu'il faudra qu'il fasse une visite d'embauche? Comment se passe le suivi dans ce cadre-là? C'est un cas un peu particulier, mais... Ouais. Alors, ce qui doit faire la visite de fin de carrière, ça c'est vrai, puisque c'est vraiment le départ en retraite, là, pour le coup, qui acte la visite de fin d'activité professionnelle au sens départ en retraite.
Pour la suite, s'il doit reprendre une activité chez vous, j'allais dire, pour moi, les périodicités de suivi vont finalement s'appliquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un poste sur lequel il y a besoin d'un avis d'aptitude, même si c'est sur un cumul emploi-retraite ou des activités, il faudra quand même qu'il ait son aptitude. Donc finalement, le suivi derrière, il faudra le laisser en place de la même manière. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier puisqu'on va faire une visite de fin de carrière alors qu'il y a encore un bout de carrière. Mais je pense que là, faut faire les deux. On est, je pense, sur un petit bout de vide juridique parce que je ne crois pas que le texte ait prévu ces situations-là. Mais en toute logique, je pense qu'il y a à la fois la visite de fin de carrière au moment de son départ en retraite, et puis derrière, les visites de salariés qui font des cumuls emploi-retraite, on en a régulièrement. Et donc oui, le suivi ensuite doit s'appliquer. Le médecin d'ailleurs étant en capacité d'adapter d'ailleurs les périodicités des visites. Oui, c'est en fonction des risques professionnels et du poste de travail qu'il doit occuper après sa mise en retraite, quoi. Si c'est le même poste de travail, effectivement, les risques, l'exposition aux risques professionnels, ce sera la même. Mais par contre, les visites seront toujours obligatoires, oui, effectivement. Alors, ce que je vous invite à faire, pour être très concret en même temps, c'est que finalement, lorsque vous nous enverrez cette personne en visite de fin de carrière, si vous précisez dans la demande qu'il continuera à avoir des activités ponctuelles, rien ne nous empêchera d'ailleurs lors de cette visite de vous renvoyer une fiche avec une aptitude, puisque finalement il n'est pas écrit qu'en visite de fin de carrière on ne peut pas émettre de fiche, au contraire. Donc je vous disais, il y a des textes qu'on attend qui vont préciser peut-être certains documents à émettre à l'issue de ces nouvelles visites-là. Mais si vous nous précisez que ce gars-là part en retraite, mais que derrière il aura une activité, je pense qu'on peut tout à fait, en l'état actuel, vous émettre une fiche d'aptitude qui vous permettra, pour les 2 ans qui suivent, si c'est une CIR par exemple, de l'employé. À mon avis, on peut là aussi coupler les deux. Je n'ai rien vu dans le texte qui nous empêche de faire à la fois la visite de fin de carrière et de vous donner un avis pour des activités ponctuelles ultérieures. D'accord. Je vous remercie. Donc, je vous invite à baisser la main, par contre. Nous avons dans le chat une nouvelle question de Madame Giacomusi Céline. Bonjour, les visites pour les salariés atteignant 45 ans cette année peuvent-elles être mises en place dès maintenant? J'allais dire oui. Oui. Les visites de mi-carrière, Oui. Elle veut parler des mi-carrières. Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui. Alors, il y a même une situation qu'on n'a pas évoquée, mais il peut y avoir des salariés qui n'étaient pas dans l'emploi au moment de leurs 45 ans et qui reviennent en emploi à 45 ans et demi, 46 ans ou même 47 ans. Là, il n'y a pas de limite donnée par le texte. Ces salariés qui ont échappé à la visite de mi-carrière parce qu'ils n'étaient pas en emploi et bénéficiaires au moment de leurs 45 ans peuvent bénéficier de cette visite de mi-carrière ensuite. Alors, il faudra certainement donner un délai, parce que si on fait la visite de mi-carrière à 55 ans, elle va perdre du sens. Oui. Mais effectivement, il est prévu que, oui, là, tout de suite, vous pouvez appliquer. Quelqu'un qui a 45 ans, vous pouvez déjà demander la visite. Et puis, les gens qui reviendraient en emploi, c'est-à-dire vous embauchez quelqu'un là qui a 45 ans passé, qui n'a pas eu sa visite de mi-carrière, vous pouvez la demander aussi en rattrapage, en quelque sorte. Donc, une question complémentaire, on dira, de Marie sur cette visite de mi-carrière. Bonjour, par contre, à partir de 46 ans, a-t-on besoin de demander la visite de mi-carrière ou ce n'est que pour les salariés de 43 à 45 ans, s'il vous plaît? Merci pour votre réponse. Oui, là, le texte prévoit jusqu'au 45e anniversaire. Normalement, il n'y a Donc, pas d'effet il vaut mieux l'anticiper que la faire après 45 ans. Le texte ne prévoit pas d'effet rétroactif. Il est applicable effectivement, notamment au 31 mars. Sous-entendu, ça s'applique pour les 45 ans là. Donc il n'y a pas normalement de rétroactivité. La seule rétroactivité, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas en emploi à leurs 45 ans et qui arrivent chez vous juste après. Et là, on va les rattraper. Mais effectivement, le texte n'a pas prévu qu'on aille de façon rétrospective rechercher tous les gens qui ont eu 45 ans l'an dernier au moment où le texte n'était pas applicable. Donc c'est vraiment une application au 31 mars. Donc, c'est voilà, tous les gens qui ont 45 ans depuis le 31 mars, le 31 mars, voilà, si on va par là, depuis le 1er avril. Donc, autre question sur la visite de fin de carrière de Priscilla. Si la personne s'en va et que nous la reprenions que de temps en temps, faudra-t-il faire une demande de visite d'embauche pour chaque petit contrat CDD ponctuel? Oui, je pense que c'est un petit peu la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'aptitude, finalement, pour nous, elle n'est pas liée au contrat, c'est lié aux expositions professionnelles. Quelqu'un qui va être dans un poste avec des expositions, si on lui a donné une fiche d'aptitude, si c'était un poste en CIR, ou on lui a fait une VIP, si c'était un suivi général, finalement, la validité du dernier certificat s'applique. Finalement, le mode contractuel qu'il y a derrière, CDD ou pas,
Vous savez que depuis la réforme, et ça c'est pas nouveau, c'était de la réforme antérieure, même quelqu'un qui change d'entreprise, s'il est sur un poste identique avec des expositions similaires, n'a pas besoin de renouveler la visite médicale, hein, puisque s'il était cariste au point A, il va être cariste au point B. S'il avait une aptitude au point A ou dans l'entreprise A, cette aptitude est valable 2 ans, même s'il change de contrat d'entreprise. Donc, il n'est pas obligé de refaire des visites chaque fois qu'il y a un CDD. La validité de la fiche antérieure s'applique 2 ans si c'est une visite en CIR, 3 ans si c'est un suivi adapté pour un salarié en situation de handicap, par exemple, et 5 ans si c'est une visite de suivi général. Donc, pas de visite à chaque petit CDD. Hein. Si on est sur le même poste. Sauf si le poste change. C'est ça. De Madame Giacomusi, la visite de fin de carrière est-elle obligatoire pour un salarié n'ayant pas eu de suivi renforcé? Non, alors, effectivement, là aussi, je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais je me doutais qu'il y aurait la question. Non, la liste des motifs de visite de fin de carrière, elle est effectivement assez clairement précisée. Donc, il y a vraiment, d'une part, tous les motifs de suivi individuel renforcé d'aujourd'hui et de suivi médical renforcé qu'il y avait auparavant, hein, parce que là, par contre, c'est rétrospectif, c'est les CIR depuis la dernière réforme, et ça prend aussi les suivis médicaux renforcés, les SMR antérieurs. Donc là, c'est les cancérogènes, enfin, il y a la liste, on l'a montré tout à l'heure, je ne la reprends pas. Et effectivement, il y a aussi, je vous disais pour simplifier, les anciens facteurs de pénibilité, finalement, hein, qui sont inclus et qui doivent générer cette demande de visite de fin de carrière. Alors par contre, je prends l'exemple caricatural d'une secrétaire administrative qui n'a jamais été en CIR de sa vie. Là, il n'y a pas d'obligation à réaliser une visite de fin de carrière. Si vous avez un doute, vous nous signalez les gens qui partent, et nous, normalement, par rapport au dossier, on doit être en capacité justement de décider, non, là, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de document à remettre parce qu'il n'y a eu aucune exposition tracée dans nos dossiers. Hein, mais effectivement, pour vous, le réflexe, c'est il y a une CIR en cours, le salarié vous dit avoir été en CIR auparavant, d'ailleurs, ou en SMR auparavant, il a été exposé à l'amiante, il a été exposé à un cancérogène, il a fait du traitement de surface au chrome 6, voilà, tout ça, effectivement, doit vous inciter à nous demander la visite de pré-op. Mais si vous n'avez pas la notion de CIR et que la personne dit qu'elle n'a jamais été en suivi renforcé, non, il n'y aura pas de visite de fin de carrière. De toute façon, je reviens, alors là, c'est un petit peu plus personnel, mais je le précise toujours quand il y a la loi et des positions personnelles, mais il y a eu une réunion de la Société française de médecine du travail le 28 janvier, hein, au cours de laquelle on était intervenu, et l'esprit quand même de tout ça, c'est avant tout de repérer des salariés pour lesquels, alors qu'ils ne seront plus suivis en médecine du travail, il y a nécessité d'avoir un suivi médical ultérieur. On parle vraiment des effets différés. C'est l'essentiel hein, des visites et des motifs de CIR d'ailleurs. Hein, quand vous regardez les agents chimiques dangereux, les cancérogènes, l'amiante, le travail de nuit. Hein, le travail de nuit fait partie de ces risques avec des effets différés potentiels aujourd'hui identifiés. Le but, c'est vraiment de passer la main aux médecins traitants et aux médecins conseils pour la prise en charge financière, pour que les salariés, après leur départ en retraite, continuent à bénéficier des suivis qui vont être adaptés aux expositions qu'ils auront rencontrées pendant leur carrière. C'est vraiment ça le cœur de cette visite de fin d'activité. Bon, ils nous ont rajouté en bonus cette espèce de traçabilité d'un tableau sur des risques, honnêtement, sans effet différé réel. Mais ça, c'est j'allais dire, une petite verrue administrative ou médico-administrative. Le cœur de cette visite, c'est vraiment la mise en place d'un suivi médical ultérieur. Les cancérogènes, vous savez qu'on peut être exposé aux cancérogènes pendant sa carrière. Malheureusement, c'est souvent à la retraite que s'expriment les cancers professionnels. Donc, il faut donner les éléments aux médecins traitants pour qu'ils puissent mettre en place les recommandations en termes de suivi ultérieur. A priori, nous n'avons plus de questions. Donc, nous arrivons en termes de timing à la fin du temps que nous avions dévolu à ce webinaire. Je vous laisse conclure sur vos présentations. Peut-être le président, parce que nous, on a dit pas mal de choses. Encore une fois, Président, vous revenez vers nous. Le résumé, c'est qu'il y aura d'autres textes, on attend plein de décrets et qu'il faudra surveiller. On vous invitera certainement à d'autres interventions s'il y a des décrets qui modifient substantiellement tous ces éléments. Bien, je vois qu'il y a une toute dernière question, donc c'est bon, tu vas la poser, merci Corinne. C'est est-ce que la conduite occasionnelle de véhicules légers dans l'entreprise est considérée comme poste particulier? Non, la réponse c'est non, les véhicules légers, c'est-à-dire les voitures, non, c'est pas un poste à risque particulier. Ah ben non, parce que là, pour le coup, on aurait un avis. Les permis, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque vous savez que même si on va effectivement donner quand même un avis sur un poste, par exemple, de chauffeur,
Le permis, il est géré par la préfecture et la commission préfectorale des permis au départ. Hein. Donc, alors bien sûr, sur un chauffeur, on donne un avis, mais le paradoxe de la réforme antérieure, c'est qu'effectivement, un chauffeur de transport en commun ou de super lourd, réglementairement, il est en suivi général. Il n'est pas en suivi renforcé. Alors, le médecin peut tout à fait moduler. Hein. Je vous rappelle que c'est limite de 5 ans pour le suivi général, 3 ans pour les suivis adaptés et même 2 ans pour les CIR. C'est des plafonds. Et que le médecin, par rapport à une situation médicale personnelle d'un salarié, peut décider de resserrer cette périodicité. Donc, regardez bien sur les fiches qui vous sont envoyées la date de prochaine visite conseillée par le médecin. Hein, c'est en dessous, c'est en bas de la fiche, mais en général, vous aurez une mention sur la date de prochaine visite conseillée par le médecin qui peut venir moduler ça, notamment sur les chauffeurs. Alors, pas de véhicules légers, ce serait étonnant, mais pour les PL, transport en commun, il est assez courant qu'on puisse réduire un peu la périodicité, notamment chez des salariés un petit peu âgés. Surtout voilà, en fonction de l'âge. Très bien. Merci, Dr Loos, merci, Dr Michels, pour la concision là, des propos. Là, il y a Natacha Ferraud qui nous demande si c'est possible de récupérer le diaporama. Corinne, est-ce que ce sera possible? Alors, il n'y a aucun problème. J'en profite avant que vous ne clôturiez, Président, pour vous donner les derniers aspects techniques. Nous allons vous envoyer un mail avec un petit lien vers un formulaire qu'on vous demande de remplir, un petit questionnaire. Vous aurez effectivement la présentation en PDF et on vous enverra aussi le lien vers le replay puisque ce webinaire étant enregistré, nous le mettrons à disposition sur nos sites Internet. Et nous vous remercions d'y avoir participé et de vous y être intéressé. Merci beaucoup, Corinne, aussi pour votre accompagnement technique et l'animation de cette visioconférence. En tout cas, merci à tous ceux qui sont avec nous là ce matin. Et voilà le genre d'exemple de ce que nous allons poursuivre dans les semaines et mois à venir, non seulement parce que cette réforme de la santé au travail nous impose effectivement des petits changements dans notre façon d'administrer les entreprises et de suivre effectivement les 150 000 salariés dirigeants dont nous avons la mission de prévention et de santé. Nous allons avoir un certain nombre de nouvelles activités, nouvelles actions aussi, sous des formes différentes. Par exemple, merci à toutes et à tous de prévoir le 30 juin prochain, en fin d'après-midi, une grande conférence dans la grande salle de la préfecture de la Dordogne avec monsieur le préfet sur un thème qui est extrêmement d'actualité, qui est le dérèglement climatique et la santé au travail. Hein. Quel est l'impact des dérèglements climatiques que nous subissons en ce moment sur la santé au travail? Voilà. Si jamais vous ne recevez pas nos news, merci de bien vouloir nous appeler. Vous recevrez donc nos nouvelles et tout notre programme d'action. Et puis, évidemment, le Dr Loos et Dr Michels sont à votre disposition par téléphone, par mail, pour répondre à d'autres questions qui pourraient surgir dans votre esprit suite à cette visioconférence. En tout cas, merci à tous pour cette journée. Merci encore, Dr Loos, Dr Michels. Et je vous souhaite une très belle journée et évidemment une très bonne santé au travail. Merci. À bientôt. Merci, Président. Au revoir. Au revoir.